Bonjour à tous et à toutes et soyez le bienvenu. Aujourd'hui, on va contaminer ensemble un nouveau cours, ce sont en fait les comprimés. On commence directement par une définition. Les comprimés, ce sont en fait des préparations de consistance solide obtenues en agglomération par compression. Ils ont des avantages, par exemple, ils ont un emploi facile parce que leur volume est réduit et leur solidité est suffisante pour subir les opérations de conditionnement et de transport. Ils ont un dosage précis par unité de prise. Leur milieu est sec et condensé favorable à une bonne conservation et leur forme particulièrement intéressante pour les principes actifs peu solubles. La saveur désagréable des principes actifs est moins perceptible ou complètement masquée par enrobage ou dragification. Comme cette forme ayant des avantages, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucun inconvénient. Par exemple, si le dilatement n'est pas rapide, peut être nuisible pour la muqueuse du tube digestif, car le comprimé constitue une forme concentrée. Également, la mise au point des comprimés est délicate si le mode de fabrication n'est pas bien étudié. Le comprimé risque de ne pas se diluer dans le tube digestif. En revanche, les principes actifs liquides, sauf s'ils sont en quantité réduite, ne peuvent être mis en comprimé. Il existe une très grande variété de substances adjuvantes qui sont choisies en fonction des qualités et de défauts de la poudre à comprimer. Certains facilitent la fabrication, par exemple les diluants, les absorbants et les lubrifiants. Et d'autres favorisent l'action dans l'organisme désintégrants, par exemple les désintégrants, les mouillants, les substances tampons. Quelques-uns améliorent la préparation, par exemple les colorants et les aromatisants. Les diluants, ce sont en fait des poudres inertes ont un rôle de remplissage. Ils peuvent être extrêmement divers. Par exemple, les amidons, les sucres, par exemple lactose, glucose, saccharose, et les sels minéraux. Les plus utilisés sont les carbonates de calcium et les phosphates dicalciques. On passe maintenant aux agglutinants. Les agglutinants lient entre elles les particules qui ne peuvent l'être sous la seule action de la pression. Leur présence permet de réduire la force de compression. Ils sont utilisés soit à l'état sec, soit en solution aqueuse ou alcoolique, les pseudo-solutions. En solution, les liants ou bien les agglutinants sont mieux répartis dans la masse et plus efficaces. Par exemple, on a les gommes, les méthylcelluloses, les gélatines, les PEG, 4000 et 6000. Troisièmement, les lubrifiants. Ils jouent un triple rôle dans la fabrication des comprimés. Par exemple, le premier rôle, c'est l'amélioration de la fluidité de graines, pouvoir glissant et régulateur d'écoulement. Donc, du remplissage de la chambre de compression, ce qui est important pour la régularité du poids des comprimés. Le deuxième rôle, c'est la réduction des frictions entre les particules pendant la compression, ce qui assure une meilleure transmission de la force de comprimé dans le grain. Le troisième rôle, c'est la diminution de l'adhérence du grain au poinçon. Les poinçons sont
en fait des instruments métalliques terminent en pointe pour percer ou bien entamer les matières dures. Et la matière est à la matrice. Voilà. Globalement, on peut dire que les lubrifiants possèdent, comme on a dit, un rôle triplé. Le premier rôle, c'est l'amélioration de la fluidité. Le deuxième rôle, c'est anti-friction. Le troisième est anti-adhérent. Voici une petite remarque. C'est en fait un intérêt supplémentaire des lubrifiants. Il donne un bel aspect brillant et non poussiéreux au comprimé. Et les lubrifiants sont ajoutés au grain juste avant la compression. On va voir maintenant des exemples sur les lubrifiants. Par exemple, on a des lubrifiants qui améliorent la fluidité, comme les talcs, les amidons, les poudres de silice et l'acide stéarique. Et on a des lubrifiants de compression, par exemple les stéarates de magnésium les plus utilisés, de calcium, de zinc, d'aluminium et d'acide stérique. Quatrièmement, les désintégrants. Le rôle, c'est accélérer la désintégration. Ce sont soit des produits de solubilité différente de celle du principe actif, soit des produits gonflants dans l'eau, soit des mélanges effervescents. Cinquièmement, les adjuvants divers. On a les mouillants. Pour compenser les propriétés hydrofuges, on peut ajouter des surfactifs comme les mouillants. Le deuxième adjuvant, ce sont les substances tampons. Ils sont ajoutés soit pour protéger le principe actif contre les variations du pH, soit pour les protéger de l'action hydrolysante des sucs digestifs, soit pour réduire leur action irritante au niveau des muqueuses. Les colorants sont améliorer l'aspect décomprimé et l'aromatisant sont atténuer la saveur désagréable. Maintenant, on va voir un nouveau terme, c'est la granulation. C'est un processus qui est basé à transformer les particules de poudre en agrégats appelés grains ou granulés. Le grain présente lui-même un certain nombre d'avantages. Maintient l'homogénéité du mélange à comprimer pendant toute la durée de la compression, ce qui contribuera à un dosage précis, assure un bon écoulement du mélange dans la chambre de compression, réduit les problèmes de poussière et les risques de contamination croisée, permet une compression plus aisée par une première densification du mélange, garantit la reproductibilité des caractéristiques du grain. Type de granulation. On a granulation par voie humide, c'est la plus courante en pharmacie. Et on a aussi une granulation par voie sèche. Humidification ou mouillage des poudres. La poudre ou mélange pulvérulent est additionné d'un liquide de mouillage. Cette opération est réalisée dans le mélangeur malaxeur type pétrin ou bien plantaire à moule. Maintenant, on va voir le liquide de mouillage. On a le solvant, par exemple l'eau, les sirops de sucre, mélange hydroalcoolique. Le deuxième type de liquide, c'est les liquides agglutinants, par exemple les solutions ou pseudo-solutions de l'ion. Pour une granulation, on a recours de deux types de granulateurs, soit un granulateur rotatif ou bien un granulateur oscillant. Après la granulation,
on va mettre maintenant le séchage. Donc le granulé est séché soit à l'étuve, soit à l'aide d'un séchoir à l'aide d'air fluidisé. Le séchage est mené de façon à avoir un taux d'humidité adapté à l'usage prévu. Le calibrage. Pour avoir des grains de dimension bien déterminée, il est nécessaire de procéder à un calibrage qui permet en même temps de séparer les grains qui ont pu se coller entre eux. On utilise des tamis de formes variées ou des cribles constitués par des plaques métalliques percées de trous circulaires régulièrement répartis sur toute leur surface. Il peut se faire sur des granulateurs. Et maintenant, on va entamer ensemble la granulation par voie sèche. Elle est utilisée lorsque le principe actif ne supporte ni l'humidité ni le séchage par chaleur, ou lorsqu'il est trop soluble dans les liquides de mouillage. Ce procédé comporte deux étapes. La première étape, c'est la compression. Elle est réalisée à l'aide de deux presses plutôt. La première presse, c'est une presse à comprimer. La deuxième, c'est une presse à cylindre. Et la deuxième étape, c'est le broyage-tamisage. Maintenant, on va parler un petit peu sur la compression. Le principe de la compression est le suivant. Une matrice dans laquelle coulisse un poinçon inférieur crée un volume. Le volume, c'est la chambre de compression dans lequel on introduit le grain. Un poinçon supérieur vient fermer ce volume et continuant sa course. Comprime le grain jusqu'à obtenir un comprimé. Le pinceau supérieur se retire et le pinceau inférieur remonte et éjecte le comprimé. Voici maintenant un schéma représentant la chambre de compression. Comme vous voyez, on a le poinçon supérieur, la chambre de compression, la matrice et le poinçon inférieur. Il existe deux types de machines à comprimer. La machine à comprimer alternative et la machine à comprimer rotative. Les deux types présentent chacun leur intérêt. Les rotatives, pour leur rendement supérieur, elles sont plus silencieuses et la compression est plus brutale. Les machines alternatives sont plus utilisées pour les petites scieries. Elles sont moins chères et faciles à nettoyer et à régler entre deux fabrications différentes. Leur puissance plus élevée est nécessaire pour de plus gros comprimés. À la fin de cette vidéo, je veux remercier pour votre attention et à très bientôt.